Dans ce chapitre, on va parler de l'intégration et on va découvrir ensemble la notion de l'intégrale. Avant de commencer, on va faire un petit rappel sur la dérivation, car elle est intimement liée à l'intégrale. Prenons l'exemple d'une voiture. Donc à l'instant initial, à l'instant 0, on connaît la position de la voiture, x0, et à chaque instant t, on arrive à trouver la position de la voiture. Donc ce sera x de t. On déduit que x de t est une fonction, parce qu'à chaque instant t, elle nous donne la position de la voiture. On a vu ensemble qu'on peut tracer la fonction x de t. Ici, je me suis contenté des valeurs positives parce que le temps est toujours positif et la position x de t sera toujours positive. On a ici 0 et ce sera la distance. Donc ce sera toujours une valeur positive. Supposons maintenant que la courbe de la fonction x a cette allure. À l'instant initial t égale à 0, ici on aura x0. Et évidemment, pour chaque t, on aura x de t. Et dans le cours sur la dérivation, on avait dit que x' de t, la dérivée au point t, représente le coefficient directeur de la tangente. C'est pour ça qu'on l'a noté aussi x' de t égale à dx sur dt. Parce que pour calculer le coefficient directeur, il faut faire la différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses. Dx sera cette différence, x de t plus dt moins x de t, et dt, ça va être t plus dt moins t. Et pourquoi on a adopté ces notations dx sur dt, d'ailleurs qu'on doit au grand mathématicien allemand Leibniz, parce que dt doit être très proche de 0. Je vous rappelle que la dérivée est une limite. x' de t égale à la limite lorsque dt tend vers 0 ou h tend vers 0. Je rappelle que cette variable est une variable muette, on peut l'appeler comme on veut. dt tend vers 0 de x t plus dt moins x de t divisé par dt. Dx sera cette différence, et pour avoir une formule plus simple, plus légère, on se débarrasse de la limite et on garde dx sur dt. Et implicitement, on sait que dt peut être aussi petit que l'on veut. Je vous conseille d'aller regarder le cours sur la dérivation si vous avez oublié ces notions. Et on peut appeler ça aussi la vitesse au point t, parce que la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Il s'agit de la vitesse instantanée. Donc à l'instant t, pour parcourir la distance dx, il nous faut dt. Donc on trouve la vitesse instantanée. Essayons maintenant de tracer ensemble la fonction v, qui sera la vitesse, et qui sera la dérivée de la fonction x. Essayons de faire ça visuellement. Clairement, ici, la pente elle est très faible, donc le coefficient directeur est très faible, donc la dérivée est très faible. Et elle continue à augmenter, donc la pente, clairement, elle devient de plus en plus prononcée, et à un certain moment, la pente devient constante, parce que tous ces points auront à peu près la même tangente, donc le même coefficient directeur, et donc la même vitesse. Donc visuellement, la vitesse v aura cette allure. Elle croît et à un certain moment, elle devient plus ou moins constante. Donc on voit très bien que grâce à la dérivation, on a pu passer de la position x de t à la vitesse v de t. Maintenant, la question qu'on peut se poser, qu'en est-il du chemin inverse? Si on a la vitesse, est-ce qu'on peut retrouver les positions? Une réponse courte, c'est possible grâce à l'intégration. Une autre question que vous pouvez vous poser, à quoi sert le chemin inverse? Eh bien, ça dépend des situations. Parfois, c'est plus facile de trouver x de t et après déduire la vitesse, et dans d'autres situations, c'est beaucoup plus simple de trouver la vitesse et après déduire la position. Prenons par exemple le cas de la voiture. Vous savez, quand on roule dans une ville, la voiture n'a pas un mouvement rectiligne. Elle tourne, elle change de position, elle change de direction, et trouver la distance x de t parcourue est très difficile. Même dans le cas d'un mouvement rectiligne, c'est difficile, parce qu'il faut à chaque milliseconde calculer la position de x de t. Aucune personne n'est capable de faire une chose pareille. Maintenant, qu'en est-il de la vitesse? La vitesse, je pense, c'est plus simple, parce qu'elle est déjà enregistrée dans le compteur. Quand vous roulez, vous savez à quelle vitesse vous roulez. Donc si vous le savez, le constructeur peut facilement les enregistrer pour vous. Après, clairement, dans la voiture, il y a une horloge. Donc le temps, c'est très simple de l'enregistrer. Ainsi, dans le cas de la voiture, c'est beaucoup plus simple de trouver la fonction vitesse que de trouver la fonction position. Donc vous voyez maintenant l'intérêt du chemin inverse. Grâce à l'intégration, on pourra
trouver la position ou la distance parcourue par une voiture. Après, bien évidemment, il y a des situations où c'est plus simple de dériver. En tout cas, en tant que mathématicien, vous devez être capable de jongler entre les deux cas. Essayons maintenant de chercher ensemble la position à l'instant t. Donc on connaît la position à l'instant 0 et on cherche la position à l'instant t en se basant sur la vitesse. On sait tous que la vitesse égale à la distance parcourue divisée par le temps. Le problème maintenant, c'est qu'il faut choisir la vitesse v. V est une fonction qui dépend du temps, donc elle change de valeur. Essayons de faire une approximation. Donc on considère la vitesse v, un peu la vitesse moyenne. On déduit que x de t moins x0 égale à v fois t, donc la vitesse fois le temps. Et vous voyez très bien qu'il s'agit d'une approximation. Parce que par exemple, à cet instant t, la vitesse était là, et nous on a considéré cette valeur. Et ici, la vitesse était là, et nous on a considéré cette valeur. Donc on a pris une valeur moyenne de la vitesse, et on l'a multipliée par le temps. Donc il s'agit d'une approximation. La question qui se pose, est-ce qu'on peut faire mieux? Évidemment que oui. Dans ce cas, au lieu de considérer une seule vitesse moyenne, on va considérer deux vitesses moyennes. Une vitesse moyenne allant de 0 jusqu'à S, V1, et une deuxième vitesse moyenne, V2, allant de S jusqu'à T. Maintenant, pour calculer la distance parcourue entre T et 0, donc x de T moins x de 0, ça va être x de T moins x de S, plus x de S moins x de 0. En gros, c'est la distance parcourue entre 0 et S, plus la distance parcourue entre S et T, ce qui est tout à fait intuitif et normal. Maintenant, la distance parcourue entre S et T, donc ici on a ST, la vitesse moyenne c'est V2, donc ça va être V2 fois le temps. Donc on écrit V2 multiplié par T moins S, plus, ici la distance parcourue entre 0 et S, entre 0 et S, la vitesse c'est V1, donc c'est la vitesse fois le temps, donc ça va être V1 multiplié par S moins 0 qui est S. Maintenant, la question que vous pouvez vous poser, pourquoi cette approximation est meilleure que celle-là? Eh bien, observez bien l'approximation qu'on a fait au début. Donc, on a approximé cette vitesse par celle-là. Donc, vous voyez la distance, elle est très grande. Pareil, on a approximé cette vitesse par celle-là. Regardons dans le deuxième cas. On a approximé cette vitesse par celle-là. Donc, la distance, elle est inférieure. Donc, ici, on est plus proche. L'approximation est plus bonne. Pareil, ici, donc au lieu de l'approximer par cette vitesse, on l'a approximé par une vitesse qui est plus proche. Donc les deux approximations ici, ils sont plus proches que celle-là. Et par conséquent, plus bonnes. L'approximation, elle est bonne quand on est proche des valeurs réelles. On peut se poser la question, est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, on peut. Au lieu de diviser l'intervalle 0t en deux parties, on le divise en n morceaux. Donc on considère une subdivision. Donc on a t0 égale à 0. Tn, donc l'instant final, ça va être t. Et évidemment, le pas, donc ti plus 1 moins ti, ça va être t sur n. Donc si on veut passer de t2 à t3, on rajoute t sur n. À chaque fois, n un entier naturel. Maintenant, considérons l'approximation suivante. Pour chaque morceau, ti plus 1, par exemple ici t0, t1, on considère cette vitesse moyenne. Entre T2 et T3, on considère cette vitesse moyenne, parce que entre T2 et T3, la vitesse prend ses valeurs. Donc nous, on considère cette vitesse moyenne. Essayons maintenant de calculer la distance parcourue entre 0 et T. Ça va être la somme des distances parcourues entre TI et TI plus 1. I allant de 0 jusqu'à n-1. En gros, ça va être la distance parcourue entre T0 et T1, plus la distance parcourue entre T1 et T2, et on continue jusqu'à la distance parcourue entre Tn-1 et Tn. Tout cela est très simple. Maintenant, on a considéré ces vitesses moyennes. On sait que la distance, ça va être la vitesse fois le temps. La vitesse entre T0 et T1, c'est V1. Entre T2 et T3, ça va être V3. Donc entre Ti et Ti plus 1, ça va être Vi plus 1. On aura la somme de Vi plus 1 multiplié par Ti plus 1 moins Ti, égale à la somme de Vi plus 1 delta Ti plus 1.
En gros, ça va être t sur n. On a juste noté la différence par delta. Et clairement, cette approximation est meilleure que celle-là. Tout simplement parce que les vitesses moyennes qu'on a prises ici sont plus proches des vitesses instantanées. Maintenant, est-ce qu'on peut faire mieux? Évidemment que oui. Il suffit de prendre des grandes valeurs pour n. Plus n est grand, meilleure est l'approximation. Parce que quand la subdivision elle est très fine, l'approximation est meilleure. On déduit que la meilleure approximation correspond à n égale à plus l'infini. Dans ce cas, on aura x de t moins x0 égale à la somme. Commençons par delta ti plus 1. En gros, delta ti plus 1, c'est juste le pas. Donc ça va être t sur n. Clairement, lorsque n tend vers plus l'infini, t sur n tend vers 0. Donc on aura un laps de temps très petit. Et si on utilise les notations introduites par Leibniz, ça va être dt. On remplace delta ti par dt. Maintenant, passons à la vitesse vi plus 1. Remarquez bien qu'est-ce qui va se passer lorsque n tend vers plus l'infini. On aura des laps de temps très petits. Et clairement, comme approximation de la vitesse, on peut considérer la vitesse vt à l'instant t. En gros, au lieu de chercher la valeur moyenne, par exemple ici entre t0 et t1, on a considéré la valeur moyenne qui sera là. Comme dt il sera très petit, on peut considérer vt. Par exemple, ici, si je considère t plus dt, vt, donc la vitesse au point t, sera une très bonne approximation pour la vitesse entre t et t plus dt. Parce que le laps de temps dt, il est tellement petit, on est très proche. Donc ici, on va remplacer vi plus 1 par vt. Maintenant, intéressons-nous à sigma, la somme. Clairement, pour chaque sigma, il nous faut une valeur initiale et une valeur finale. Ici, la variable i, elle va de 0 jusqu'à n-1. Et clairement, la variable i est un entier naturel. Donc, il s'agit de valeurs discrètes dénombrables. Le problème ici, la valeur qui change, c'est la variable t. Et t appartient à r. Donc, il s'agit d'une variable continue. Ce n'est pas comme les entiers naturels. Donc, on a la première, la deuxième, la troisième. Ici, on a un t et t varie de 0 jusqu'à t. Clairement, ici, je n'ai pas pris une très bonne notation. J'aurais pu, par exemple, l'appeler. Donc, ici, on remplace le t par grand T. Parce que j'appelle chaque instant entre 0 et grand T petit t. Donc, la valeur finale doit être différente pour qu'il n'y ait pas une confusion. Et évidemment, il faut remplacer petit t ici par grand T. Et pareil ici. Donc à chaque fois, on remplace petit t par grand T. Maintenant, petit t pour nous, c'est une variable qui change entre 0 et grand T. Clairement, le symbole sigma n'est pas très adéquat dans notre cas, parce que sigma, comme j'ai dit, on fait la somme sur une variable discrète. Donc on a i allant de 0 jusqu'à n-1. À chaque fois, on remplace i par une valeur. Alors que dans notre cas, le t ici, il varie entre 0 et grand T. Il s'agit d'une variable continue. Donc, on va modifier le symbole sigma et on va le remplacer par ce symbole, qu'on doit aussi à Leibniz. Et évidemment, dans notre cas, la variable petit t varie entre 0 et grand T. C'est comme sigma. Sigma, il nous faut une valeur initiale et une valeur finale. Ici, pour l'intégrale, aussi, on a une valeur initiale, 0, et une valeur finale. Et le petit t ici joue le rôle de i. Donc le petit t, il va varier entre 0 et grand T. Et on dit x de t moins x0 égale à l'intégrale de 0 jusqu'à t de vt dt. On verra dans les prochains chapitres comment calculer l'intégrale, mais le but de cette vidéo, c'est juste vous faire une introduction sur l'intégration. Comment on l'utilise et à quoi ça sert. En l'occurrence, on a appris que l'intégration est la réciproque de la dérivation et que ça correspond à une somme continue, un peu l'équivalent de sigma. Si on fait la somme sigma sur des valeurs discrètes, donc i entier naturel allant de 0 jusqu'à n-1, on intègre sur des variables continues, petit t allant de 0 jusqu'à grand T. Maintenant, une dernière chose que je voudrais mentionner, remarquez bien cette somme. Donc on fait la somme de vi plus 1 delta ti plus 1. Sur le graphe, ça correspond, donc multiplier delta t fois vi. Donc ça correspond à cette surface.
Pareil, ici, on multiplie cette distance, donc delta t, par v. Ça correspond à cette surface. Et on fait la somme. Parce que je rappelle, ici, on a sigma. Donc, on fait la somme des aires définies par les rectangles. Donc, finalement, on va trouver la surface définie par ces rectangles. Et par conséquent, sera une approximation de l'aire en dessous de la courbe. Maintenant, qu'en est-il de l'intégrale? On a dit que l'intégrale est une somme continue. Donc, on prend vt dt et on fait la somme pour t allant de 0 jusqu'à grand T. Donc, on considère un t quelconque. Donc, on a t plus dt. Et à t, évidemment, ça c'est la courbe de vt. Donc, à t correspond vt. Maintenant, si je multiplie vt, donc qui va être cette distance, multipliée par dt, qui sera cette distance, on trouvera l'aire de ce petit rectangle. Et maintenant, si on varie petit t de 0 jusqu'à grand T, parce que je rappelle, on parle de l'intégrale de 0 jusqu'à grand T, on va faire la somme de ces petits rectangles. Donc on trouvera l'aire située sous la courbe. On déduit que l'intégrale correspond à l'aire située sous la courbe. Mais il faut faire attention, il y a 3 conditions qu'il faut vérifier pour que l'intégrale soit l'aire sous la courbe. La première condition, il faut que la fonction v soit continue, c'est-à-dire on arrive à la tracer sans lever la main. La deuxième condition, il faut que la fonction v soit positive, clairement pour que la courbe soit au-dessus de l'axe des abscisses, donc la fonction doit être positive. Et la troisième condition, il faut que 0 soit inférieur à t. Donc pourquoi 0 et t? Parce que l'intégrale, on le calcule de 0 jusqu'à grand T. Donc il faut que la variable petit t varie dans un sens positif. Donc il passe d'une valeur inférieure à une valeur supérieure. Donc de 2 à 3, de moins 4 à 10. En tout cas, on verra la définition de l'intégrale en détail dans le prochain chapitre. L'idée maintenant, c'est juste que vous compreniez c'est quoi l'intégrale et à quoi ça sert. Si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez plus encore, cours, exercices et plateformes d'échange, venez vite visiter le site itop.fr. À très vite.